beau ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse donc aux quatre coins du monde, Kama, Québec, Europe et Océanie. Donc, comme vous le savez, c'est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains sans exception. Et ce modèle politique s'appelle le paradisme. Le paradisme est fondé sur 5 piliers qui sont l'amour, le progrès scientifique, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur. Et cela suscite de plus en plus un intérêt de par le monde. Dans les émissions précédentes, nous avons évoqué les 3 premiers piliers que sont l'amour, le progrès et le partage. Et vous pouvez voir ou revoir ces interviews sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Nous allons continuer ce matin avec le 4e pilier qui est la guidance. Mais d'abord, d'où vient le paradisme? Cette idée du paradisme vient d'une civilisation extraterrestre très en avance sur notre humanité qui a développé ce modèle dans son monde et qui nous en propose des idées pour que nous aussi nous réussissions à créer le paradis sur Terre. Cette idée du paradisme s'appuie sur le contenu des messages délivrés en 1973 à Raël par le représentant de cette civilisation scientifique avancée. Que disait ce message? Nous sommes le fruit de la création scientifique et artistique de cette civilisation extraterrestre qui a 25 000 ans d'avance scientifique sur nous, qui a créé toute vie sur Terre grâce à sa parfaite maîtrise de la biologie moléculaire et de l'ADN. Toute vie sur Terre, ça veut dire de la bactérie à l'homme qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance. Mais comme les humains ne pouvaient pas comprendre le niveau scientifique de ces extraterrestres, ils les ont pris pour des dieux ou pour Dieu. Et dans les écrits, il est marqué Elohim, ce qui veut dire ceux qui sont venus du ciel, mais en hébreu ancien, c'est du pluriel. Et aujourd'hui, on confond encore en mettant cette origine au singulier, alors que le singulier est Eloah. Les Elohim, non seulement ont donné naissance à la vie sur Terre, mais aussi ils ont accompagné et influencé l'histoire humaine à travers des interventions très discrètes. Ainsi, après avoir vécu quelques millénaires avec les humains et en ayant eu des enfants, les Elohim décident de quitter la planète Terre et de laisser les hommes progresser par eux-mêmes. Ils décident alors de leur envoyer des guides pour les aider à passer les étapes difficiles de leur avancée. Et ces guides sont ceux qui sont appelés les prophètes, Moïse, Bouddha, Mahomet, Jésus, une quarantaine de prophètes, hommes et femmes. Leur rôle n'était pas de dicter des lois rigides, mais d'enseigner l'amour et de guider les humains en transmettant des enseignements adaptés aux différentes époques, tout en respectant la capacité des humains à choisir leur propre voie. Une de ces étapes cruciales, c'est l'arrivée de notre humanité dans l'ère de la science en 1945, avec la découverte et la manipulation de l'atome. La fameuse ère de l'Apocalypse qui signifie non pas fin du monde, mais révélation. Car arrivés à ce niveau de connaissance où les hommes peuvent manipuler la matière, ils peuvent comprendre leur origine sans mysticisme. Hélas, ça commence très très mal avec l'utilisation négative de cette science par le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C'est à ce moment-là que les Elohim décident, afin d'aider l'humanité à faire les bons choix et à utiliser la science de manière positive, de la guider une nouvelle fois en envoyant leur dernier prophète Raël le 13 décembre 1973. Raël reçoit la mission de révéler à l'humanité son origine scientifique et de construire une ambassade pour accueillir les Elohim, nos pères de l'espace. Seulement, les Elohim ne viendront que s'ils ne se sentent pas menacés
et si les hommes veulent les accueillir en toute connaissance de cause et avec amour. Et pour cela, ils nous donnent encore un petit coup de pouce. Ils nous disent, si nous ne pensons pas encore que nous pouvons vous donner notre bagage scientifique, nous pensons que nous pouvons vous donner sans danger notre bagage politique et humanitaire. Si ce dernier ne vous permet pas de menacer votre planète, il vous permettra d'être plus heureux sur la Terre et grâce au bonheur, de progresser plus vite. Donc vous l'avez compris, ce bagage politique, c'est le paradisme, un héritage et un phare pour l'humanité, pour l'amener à devenir une civilisation pacifique de l'espace. Donc en commençant déjà par choisir les bons guides pour l'humanité et un bon système de guidance, la bonne guidance. Un vaste programme. C'est ce que nous allons aborder ce matin et je laisse pour cela la parole à Jean-Pierre et à nos invités. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben, merci Marilyn pour cette introduction qui est formidable. Tu rappelles donc la notion des cinq piliers qui portent que le paradisme porte, ou du moins les cinq piliers qui portent le paradisme. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce modèle de société que nous offrent les Elohim. Chaque pilier, en fait, est constitué, on va dire, avec les termes actuels, d'un ministère, en fait, de moteurs qui vont faire avancer ce projet à partir, bien sûr, de la philosophie qui est conductrice, hein, celle qui est contenue dans les messages. Donc, il y a une philosophie qui est là, dans ce paradisme, qui est très, très, très importante. Il y a des moyens qui sont mis à disposition avec toutes les technologies, la science et tout ce que l'on voit arriver actuellement dans ce monde, il va falloir en prendre note et surtout en prendre acte, car ça bouge énormément. On voit aujourd'hui nos politiques qui commencent à être dépassés par toute cette technologie qui fait penser mieux que eux. C'est extraordinaire. Et puis, il y a aussi ce génie humanitariste qui est là pour guider, pour s'engager effectivement dans ces projets. Hein, c'est ça qui va être extraordinaire. Alors la philosophie du paradisme, c'est quoi? C'est le bonheur de l'être humain, en fait. Hein. Ça se résume en peu de choses, mettre l'être humain au centre des préoccupations donc du système et des gens qui vont guider. Les moyens, tous les moyens scientifiques, les progrès scientifiques, et puis la technologie qui se dégage de ça. Et puis en troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la compétence et l'esprit paradiste, c'est-à-dire le génie humanitariste. Donc, on arrive dans une époque qui est extraordinaire. Il sera nécessaire de recruter, et je crois que ça va faire plaisir, euh, comment dire, à certains d'entre nous, et notamment, je pense à Véroline, qui vous disait, je voudrais qu'on parle quand même de la géniocratie, des personnages qui vont être dedans. Ben, on va en parler, effectivement. Les gens que l'on va aborder, que l'on va rencontrer, qui veulent peut-être prendre, je dirais, en main la guidance de ce monde, ben, ça ne sera pas n'importe qui parce que la technologie, les sciences qui arrivent, qui vont être d'une hauteur extraordinaire, et voire même des intelligences qui vont dépasser l'entendement même des humains, il va falloir que les gens qui guident en fait tout cet ensemble, ces outils et autres, pour le bien-être de l'humanité, aient aussi quelque chose entre les deux yeux, hein, que ce soit des gens qui n'ont pas un petit poids entre les deux oreilles, mais véritablement un bon cerveau qui fonctionne avec plein d'amour dedans. Hein. Donc, ce seront des êtres qui vont être exceptionnels, auxquels seront confiées la gestion et l'utilisation donc, de toutes ces technologies génératrices d'un paradis sur Terre. Alors, le droit au meilleur dans notre assiette, oui, aussi et surtout à la guidance des peuples, hein, de la Terre par la géniocratie, mais une géniocratie qui est humanitariste, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que le génie froid, ça ne peut pas amener à quelque chose de fantastique. Par contre, s'il est habillé d'humanitarisme, on a toutes les chances. Alors, y a-t-il sur cette terre un peu d'individus qui existent là-dessus? C'est la question que je vais poser à nos invités, que je vais demander de vous présenter, nos chers invités. On a trois invités donc, principaux. Euh, au premier ou à la première de prendre la parole, je vous laisse le choix. Oh, bah écoute, alors j'y vais. Donc voilà, je m'appelle Ananta, je vis en France et de métier, je suis naturopathe. Oui. Et tu es aussi responsable donc Et pour le voilà, oui, paradisme. alors je suis assistant guide du mouvement Raélien international et je suis responsable donc du paradisme pour la France et la Belgique.
D'accord. On a une visiteuse de Kama. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Kama, Kama, c'est l'Afrique. Donc, ben, je vais lui laisser la parole aussi. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Véroline Congo. Je suis guide prêtre du mouvement raélien international et responsable du paradisme au Congo. Congo Foi, Congo Brazzaville pour ceux qui ne connaissent pas Foi. Avons-nous qui encore Fanny, qui interviendra aussi certainement un petit peu. Peut-être tu peux nous faire un petit coucou, Fanny. Bonjour à tous, je Je m'appelle fais, Fanny Charpentier, je vis dans le sud de la France et je suis aussi guide raélienne et je gère la région Méditerranée. Et puis, je suis effectivement impliquée dans le paradisme, qui pour moi est un outil extraordinaire pour préparer notre humanité à recevoir nos créateurs, Elohim, et construire cette ambassade. Alors moi, je suis en retraite et je continue, je poursuis une activité professionnelle qui est celle de donner des cours de yoga, méditation, et tout ce qui touche au bien-être. eh bien, en avant pour le paradisme. Y a-t-il une trempe d'humains sur la Terre qui existe, qui sont à même de faire ça? Comment voyez-vous cela, messieurs, dames, les intervenants, à propos donc de ce paradisme qui va être, comment dire, confié à des gens qui sont très particuliers? Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous voyez dans chacun de vos continents, la trempe d'individus à qui on pourra confier cette gestion de ce monde? Bon, allez, je me lance. D'ailleurs, j'en Allez. profite pour dire bonjour à tout le monde. J'ai oublié de dire bonjour tout à l'heure. Si j'étais un petit garçon, on me taperait sur les doigts. Ah, j'aime bien le terme trempe. Ouais, c'est original comme terme. Eh bien, c'est avant tout, je pense, des personnes qui vont faire passer l'amour des autres avant leur intérêt personnel, l'intérêt des autres, le bien-être des autres, le bonheur des autres, avant leur intérêt personnel, avant leur bonheur. Alors, on revient au premier pilier, entre guillemets, hein, pour ceux qui nous suivent dans les différentes émissions, le premier pilier du paradisme, qui est l'amour, et qui est donc le tronc central du paradisme. Alors, la grande question, c'est comment on arrive à jauger la trempe d'amour de ces personnes-là, ça va être effectivement peut-être le challenge, arriver à déterminer, enfin même pas à déterminer, sûrement à ressentir, je ne sais pas si on peut dire analyser, que ces personnes ne soient pas motivées par l'appât du gain, par l'appât du pouvoir, par le fait de gonfler leur ego, mais vraiment être d'une humilité et d'une discrétion pas possible. euh, Uniquement en axant leur vie, leur énergie sur le bien-être, le bonheur de tous les humains qui sont les petites cellules qui composent l'humanité. Et automatiquement, si toutes les petites cellules humaines qui composent l'humanité sont euh, épanouies, heureuses, on va développer ça, je pense, dans le courant de l'émission, automatiquement, l'humanité sera épanouie et heureuse, ce qui supposera plus de guerre, une paix mondiale, et on va pouvoir aussi développer. Donc, je pense que c'est déjà le premier point, c'est l'amour de ces personnes pour l'humanité. Ok, merci Ananta. Véroline, Kama, comment on Oui, voit oui. les gens qui vont recevoir cette responsabilité lourde mais importante de la guidance d'une humanité ou d'une partie de l'humanité? Comment vois-tu ça? Ok, merci Jean-Pierre. Donc, on va un peu repartir dans les messages, dans le livre de la géniocratie. Quand on essaie de voir comment les hommes gouvernaient à l'époque, on sait que c'était les plus forts, hein, qui imposaient leurs lois aux plus faibles. Donc, ils ont imposé leur force, ils ont amassé assez de richesses auprès des autres et leurs descendants ont profité de ces richesses pour pouvoir continuer à dominer les autres, ceux qui étaient plus faibles.
Et nous voyons actuellement ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est que ce sont des lobbies qui dirigent, qui décident de tout. Qui doit diriger tel pays? Dans tel pays, on doit placer X, Y. C'est vrai qu'il y a des votes qui se passent, mais on sait comment ça se passe, surtout ici en Afrique. En Kama, on voit comment on sait comment ça se passe. C'est, on dit oui, il y a tant de candidats, il faut voter et tout. Même ces candidats-là ne sont pas à la hauteur, n'ont pas ces valeurs humanitaires, il faut dire des valeurs de l'humanité. Ils n'ont pas toutes ces valeurs-là pour pouvoir diriger, pouvoir mieux décider pour tous, pour que, pour que tous nous soyons égaux, hein, en termes de richesse, en termes de bien-être et tout ce qui va avec. On voit un peu ce que ça se passe et c'est de n'importe quoi. On est dirigé par, excusez-moi du terme, des cons, des fous. Surtout en Afrique, c'est de n'importe quoi. Les députés qui parlent au nom du peuple, ils sont là pour représenter les peuples, mais lorsqu'on voit, on vote pour eux, mais ils ne font rien pour la population. Tout ce qui compte pour eux, c'est de gagner, de faire, d'avoir plus d'argent pour eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas d'humanité. Ils n'ont pas d'amour pour les autres. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons, ce qui est inscrit dans les messages, c'est que il nous est recommandé de mettre les génies en place. On sait que les génies, un génie, lorsqu'il crée quelque chose, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pas pour son propre bien, mais c'est pour le bien de l'humanité. Donc, il faut faire une sélection. Donc, ce qui est recommandé dans les messages, c'est de faire des votes. Donc, des génies qui auront 50%, un peu plus de 50% d'intelligence par rapport à la moyenne, pourront être éligibles. Ce sont ces génies-là. Après que même ceux qui vont voter doivent être, ce sont des gens qu'on va sélectionner pour voter. C'est pas n'importe qui. On va pas prendre des cons, des sous-doués pour venir voter ceux qui doivent diriger, non. On doit sélectionner ceux qui auront plus de 10% d'intelligence brute par rapport à la moyenne. Ce sont ceux-là qui pourront voter pour des génies qui pourront faire partie du gouvernement mondial pour pouvoir prendre des décisions pour tout le monde afin qu'il y ait de l'équité et que tout le monde ait de quoi se nourrir, se vêtir, le minimum qu'il y a et qu'il y ait le paradis, que ça soit que tout le monde vive aisément sur cette planète. Et pour cela, il faut bien qu'il y ait des gens qui ont beaucoup d'amour, qui mettent en avant les valeurs de l'humanité, les valeurs que nous prenons tous les jours, les valeurs que nous avons. Surtout, et ces valeurs, la priorité, le plus important, c'est l'amour. Si on ne fait pas des choses par amour, rien ne peut marcher. On ne pensera qu'à soi, mais on ne pensera pas aux autres. Donc, ça sera des tests on va prendre peut-être quelques spécialistes, des neurologues, des psychologues, tout ce monde-là pour pouvoir mettre en place des tests pour déceler justement ces personnes-là capables de pouvoir diriger la planète. Mais ça sera des tests. J'aime bien nos tests qu'on fait souvent pendant les stages, qu'on fait au niveau 1, niveau 2, où tu tires un mot au hasard. On te donne un panier là où on place plusieurs mots, n'importe quel mot. Ça peut être taillé, ça peut être table, fourchette, maison, voiture, n'importe quoi. Et quand tu tires ce mot, tu dois être capable de pouvoir placer ce mot dans les 5 points. Donc, c'est cette intelligence-là de pouvoir relier les choses qui vont faire qu'on puisse détecter les meilleurs parmi nous qui pourront diriger cette planète. C'est de ça qu'on en a besoin actuellement. Et on voudrait tendre vers ce monde-là le plus vite possible, c'est notre souhait. Mais ce que nous vivons en Kama actuellement, c'est pas ça. Je peux vous dire, tout à l'heure, j'étais en train de parler, hein, Jean-Pierre, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai dit, au Congo, c'est bon, nous sommes là, mais le pays est à terre en ce moment. Économiquement, ça ne va pas. Si vous suivez les infos, vous allez voir,
toutes les institutions, pratiquement toutes les institutions sont en grève en ce moment. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. Il y a certains qui sont en manque de salaire, qui n'ont pas d'argent en ce moment. Et tout ça à cause de la mauvaise gestion que nous avons en Kama, dans nos différents pays, la mauvaise gestion. Parce qu'il y a certains qui veulent avoir plus que les autres, qui veulent dominer sur les autres, qui veulent avoir une seule personne, peut avoir 10 maisons, 50 maisons, 20 voitures à lui seul, pendant que les autres même n'ont même pas de quoi se mettre sous la dent. Ce n'est pas normal, c'est injuste. Voilà pourquoi nous voulons mettre ce gouvernement de génie en place le plus tôt possible pour que les choses aillent mieux sur Terre. Voilà un peu, Jean-Pierre, ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci pour ton regard sur Kama, qui est fort intéressant. Je ne vais pas dire sois rassuré, mais je veux dire, c'est ce qui est terrible, ce que tu évoques là. Je crois qu'on le trouve sur une bonne partie donc, des pays de la planète. Hein, les portraits que tu as glissés, donc des personnages qui sont mis en place, sont effectivement donc des pantins qui sont là au service donc de gouvernements. On l'appelle ça pour les complotistes que nous sommes, des gouvernements de l'ombre. Mais ça existe, c'est vrai, et c'est pas qu'en Kama, c'est un petit peu partout, même en France, on rencontre de même profils. La géniocratie, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ce modèle de guidance qui est confié à des gens qui ont comment dire, des compétences, mais surtout qui ont effectivement le génie créatif. Et comme tu le disais tout au début de ton intervention, un génie créatif est quelqu'un qui est, lui, quand il est libre de pouvoir être un génie créatif, qui n'est pas contraint par des autorités et autres, il est capable de faire des choses merveilleuses et c'est ce qu'il a envie puisqu'il exprime le fond de lui-même. J'ai eu beaucoup de chance, j'étais recruteur donc dans certaines grosses entreprises à une certaine époque de ma vie, et j'ai rencontré de ces personnages-là. Ils avaient toujours quelque chose d'extraordinaire qui était tourné vers l'homme et qui ne convenait pas au patron. Ça, c'est une anecdote que je vous donne. Plus d'une fois, il m'est arrivé dans mes recrutements d'entendre le patron qui me demandait donc de recruter tel profil. Et il me disait, oui, c'est bien, il est super, il a vraiment tout ce qu'il faut, mais il parle trop en fait donc du bien-être qu'il faut donner aux autres. Moi, je veux du bien-être dans mon entreprise. Voilà ce que j'entendais. C'était un petit peu ce discours qui était terrible. Mais ça corrobore bien ce que tu disais, le génie créatif et quelqu'un qui produit quelque chose par goût, par plaisir, et il aime le partager. C'est ça qui est extraordinaire. On verra ça plus en détail en cours de séance. Ce qu'on ouvre aussi comme petite parenthèse, c'est que effectivement, aujourd'hui, la science ne nous permet pas de déceler effectivement le génie comme cela. Nous faut passer par des épreuves, je dirais, psychologiques, tests et autres. Un jour, on sera capable d'aller, ce sera très bientôt, d'aller dans le cerveau directement de la personne et analyser ses aptitudes directement et voir quel est son niveau d'aptitude au génie créatif. Ça, c'est très proche, ça. C'est ce qui va se faire. J'ouvre une petite parenthèse avant de te donner la parole, Fanny. Comment dire, la notion de guidance, c'est quelque chose qui est extraordinaire si on sait la mener à bien. La guidance, c'est la parole à tout le monde. Hein. Il faut que toutes les personnes d'un peuple ou d'une planète soient capables de pouvoir s'exprimer, exprimer ses attentes, ses besoins, ses envies. Tout le monde a le droit d'avoir des attentes, des envies et des besoins, bien sûr. Et il faut que quelqu'un entende tout cela. Et c'est là où justement la structure d'une géniocratie, du paradisme, c'est justement des gens qui sont à différents strates, hein, des gens qui sont capables d'entendre tous ces besoins, de les comprendre et autres, mais n'ont peut-être pas les capacités de, comment dire, d'apporter des solutions. Donc ces gens-là savent comprendre les attentes, les besoins et peut-être comprendre aussi les réponses qui vont être données par des créatifs. Donc ça, ce sont ces gens qui vont, comme tu l'évoquais tout à l'heure, être dans la tranche des gens qui vont être des électeurs.
tout le monde n'est pas en mesure de comprendre. Combien de fois dans les scrutins où j'ai pu aller, j'ai entendu des gens qui disaient je vote parce que il faut voter, mais je ne comprends rien du tout à ce qu'ils disent. Hein. Et ce sont des voix qui vont tomber au hasard. C'est ça qui est quelque chose de terrible. Alors que là, dans la géniocratie, quelque chose est important, c'est qu'il y a trois strates de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas les potentiels, et puis tant pis, c'est pas tant pis, c'est comme ça, de tout comprendre ce qui va leur être proposé, mais ils savent exprimer ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin. Ça, c'est important. Et c'est la majorité des gens. Et puis, il y a ensuite une deuxième strate de gens qui comprennent bien les allers et retours, c'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement les attentes, les besoins, et puis qui comprennent aussi ce qui est proposé, mais donc, comme j'ai dit, n'ont pas nécessairement le potentiel pour créer des solutions. Et puis, il y a la troisième strate qui est celui qui dit, j'ai entendu, j'ai compris ce que vous attendez, voilà le potentiel dont nous disposons pour pouvoir faire des choses, on va s'attacher à faire ça. Et il y a des gens qui vont être des créatifs, qui vont être des gens qui ont un très haut potentiel pour pouvoir imaginer, penser, produire et faire en sorte qu'il y ait un épanouissement qui peut être fait suite à leurs solutions au niveau des peuples. Ça, ce sont les génies créatifs. Et puis là, dans ce strat-là, il y a des gens qui vont être des directeurs, j'entends par là des guides directeurs qui vont dire, ben voilà ce que nous avons trouvé comme solution, messieurs les électeurs, entendez bien ce que l'on est en train de vous apporter comme solution, rediffusez ça autour de vous pour que tout le monde comprenne, et puis si on a un OK, eh bien on va mettre en œuvre tout cela. Et ça va être tout l'ensemble de la population planétaire qui va œuvrer, travailler pour mettre en œuvre les solutions pour que le bonheur existe. La géniocratie, j'ai entendu trop souvent des gens qui nous disaient oui, mais il n'y aura que des dictateurs et des choses comme ça. Non, c'est une population entière qui va œuvrer, avec chacun comment dire, ses capacités, ses compétences qu'il met en œuvre. J'ai besoin, je le dis, j'ai des envies, je le dis. Quelqu'un comprend, transmet à sa manière, d'autres vont créer, d'autres vont orienter, et puis l'ensemble va mettre en œuvre pour que ça fonctionne. C'est ça, hein, ce qu'il faut comprendre dans ce modèle de la guidance. C'est pas quelque chose qui est comme aujourd'hui un gouvernement qui décide pour lui-même ce qu'il doit être et puis ce qu'on lui a commandé de mettre en œuvre, ne se préoccupant pas de ce qu'est comment dire, les besoins et les attentes des peuples. Hein. On est dans un tout autre registre là. Fanny, de ton côté, comment peux-tu exprimer un petit peu tout cela aussi? Ben, j'ai envie de dire que la guidance a pour objet, de toute façon, de mettre l'être humain au centre des préoccupations. Et dans le terme guidance, ben, ça sous-entend déjà le fait de guider en aidant les personnes à dépasser leurs limites, à se libérer de leur peur. Et c'est complètement contraire au système pyramidal dans lequel on est aujourd'hui, avec un pouvoir imposé du haut et puis qui utilise la peur comme outil de manipulation pour s'imposer. Là, il s'agit d'un système horizontal où chacun est entendu. Donc c'est pour ça que la guidance est confiée à des génies créatifs, certes, mais avec un haut niveau d'humanitarisme. Ça suppose un pouvoir pour ce qui est de la gouvernance telle que c'est conçu aujourd'hui, ils ont un pouvoir sur les peuples, alors que la guidance, au contraire, laisse les génies prendre des décisions dans leur domaine respectif, en s'assurant simplement que tout est pensé, créé, conçu pour le bien-être et le confort des êtres humains. Donc la guidance, ça incite vraiment les peuples et chacun aussi, chaque individu, à retrouver sa propre souveraineté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un choix imminent à faire parce qu'il en va de la survie de notre humanité. Et c'est Malraux qui dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et en fait, la guidance, pour moi, c'est une spiritualité politique ou une politique spirituelle, pour reprendre un peu les termes aussi d'Abdenour Bidar, ce docteur en philosophie. Et il dit bien, on peut plus dissocier ces deux types d'engagement parce que
Il est grand temps de considérer chaque élément dans sa globalité, de retrouver les liens fondamentaux qui nous unissent tous entre eux, entre nous, au lieu de séparer, diviser, catégoriser comme c'est le cas aujourd'hui. Et la guidance, eh ben, est-ce que c'est pas le moyen le plus efficace pour mettre en application justement la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oui, je crois que là, tu touches quelque chose de très fort. En plus, ça, dans ce que tu évoques, ce qu'on a évoqué, ça amène aussi l'individu à un niveau de responsabilisation, d'auto-responsabilisation qui est important et qui va l'amener à gagner réellement sa souveraineté, comme tu le disais tout à l'heure, hein. Si vous avez des questions là pendant le public, hein, n'hésitez pas à écrire dessus. Marilyn va se faire un plaisir de nous transmettre tout cela. Alors, on peut affirmer donc aujourd'hui qu'on a cette possibilité. Il y a déjà des tests qui existent, hein, qui sont intéressants pour justement aller identifier les niveaux donc de qualité, de compétences et de génie créatif. Ça existe. Il y a déjà une vingtaine de questions que l'on peut poser à des candidats, hein, et qui vont déjà mettre bien en évidence cette notion donc de hauteur, de responsabilité dans la guidance donc d'un pays, d'une région, hein, et ça c'est important. Comment ça va être structuré en fait la guidance? Euh, euh, il y a tout, je dirais, tout un ensemble de choses à revoir, il me semble, pour la structuration. Euh, Ananta, tu peux nous parler un petit peu de comment on peut voir cette structure de la guidance qui sera planétaire à un moment donné, quoi. Tout à fait. Alors, je voulais faire déjà un petit aparté. On a actuellement un embryon, mais qui a foiré sa mission, de ce que pourrait être la guidance mondiale, qui sera d'ailleurs, j'y reviendrai dessus, collégiale. Ce ne sera pas entre les mains d'un seul homme, ce sera vraiment un collège de personnes dont on vient expliquer les qualités. Euh, Là, ben, donc je voulais parler de cet embryon, c'est l'ONU. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu donc création de la Société des Nations, qui était vraiment un bel élan, parce que plus jamais ça, plus jamais ces horreurs-là, on va créer la fraternité entre les peuples, ce qui évitera qu'il se fasse la guerre. Et puis après, donc c'est devenu ce qu'on connaît de l'ONU, et maintenant on s'aperçoit que l'ONU est asservie essentiellement à un pays, à un peuple, nous ne nous citerons pas, mais je crois que tout le monde a compris lequel. Donc, il a complètement foiré sa mission. Il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases. La base de la guidance, alors on peut dire gouvernance, on peut dire guidance. Moi, j'aime utiliser le terme guidance humaniste que tu utilises, Jean-Pierre, parce que on fait peur actuellement aux gens avec un gouvernement mondial, c'est-à-dire un gouvernement, comme tu le disais tout à l'heure, de l'ombre, donc juste un petit groupe d'une élite richissime qui déciderait de diriger le monde comme ça l'arrange. Donc du coup, on joue sur les mots, mais comme disaient certains, les mots sont importants et je préfère le mot guidance. C'est une guidance basée sur l'amour, comme je disais tout à l'heure, une guidance collégiale. La représentation au niveau de cette guidance mondiale ne se fera pas par État, elle va se faire par région, par ethnie. Parce que si on regarde, ne serait-ce que Kama, je pense que Véroline va pouvoir peut-être même développer, elle est beaucoup plus spécialisée que moi et elle y vit, hein, donc en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui ont des frontières tracées artificiellement par le colonisateur blanc européen, d'ailleurs, la plupart du temps la majeure du parti du temps. Et certaines ethnies ne se reconnaissent pas du tout dans les nouvelles frontières qui ont été posées par le colonisateur. Là, en l'occurrence, ce sera des représentations par région, par ethnie. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, les Bretons se sentent vraiment très bretons et pas spécialement français. Eh bien, il y aura une représentation de la Bretagne. Les Corses qui se sentent vraiment profondément corses, il y aura les Corses, et ainsi de suite pour tous les pays de la planète, ce qui va donner une richesse de couleurs, une palette de couleurs, une diversité qui va permettre de faire avancer l'humanité vers le bien-être, vers le bonheur, sans conflit, sans guerre. On a bien compris que
on est arrivé à une croisée des chemins où, de toute manière, si nous ne choisissons pas un système paradiste, ou peut-être mieux, comme disent nos créateurs, les Elohim, quand ils ont rencontré Raël il y a 50 ans, si vous trouvez mieux, faites mieux. Bon, je trouve qu'il faut qu'on soit modeste. Si déjà on arrive à mettre en place le paradisme, ce sera bien. On verra après, dans une deuxième étape, si on fait mieux, mais mieux que les Elohim, c'est un beau challenge. Il n'y a que 25 000 ans Euh, d'avance, hein. mais ça va, peanuts. Donc, donc voilà, voilà, je le vois comme ça. Caroline, si tu veux bien prendre la suite là. Oui, pour rejoindre un peu Ananta, ce qu'il venait de dire, moi, ce que je vois plutôt en commun, c'est plus de mettre en avant, en application, s'il faut le dire, pour les propositions que le prophète a eu à nous faire pour le développement de Kama. Si on peut supprimer justement toutes ces frontières laissées par les colons, réunir Kama et puis élire une personne qui sera à mesure, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des gens qui ont fait des longues études, qui ont des gros diplômes. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence en tant que telle. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une personne, comme je l'ai dit avant, une personne qui a des valeurs d'humanité. Donc, élire, mettre en place un gouvernement qui sera capable de prendre des décisions pour le bien-être de tous. Un royaume uni de Kama, bien structuré, bien organisé, avec des gens, des personnes à la tête qui seront en mesure, qui ont beaucoup de valeurs, qui ont des valeurs d'humanité en elles, et puis qui seront en mesure de bien développer, de bien suivre les recommandations du prophète afin que Kama se développe et tout. C'est comme ça que je vois ça pour, c'est pas seulement pour Kama, hein, c'est pour la planète tout entière. Mhm. Là, on parle dans le paradisme effectivement aussi de fédéralisme en fait, hein, ce que Ananta a évoqué, toi aussi, hein, la notion donc de nation telle que on la connaît aujourd'hui dans la plupart des continents de la planète. On a mis en place des frontières, des nations qui sont là et qui sont verrouillées, bloquées par justement ces frontières. Et on fait que les individus qui sont dans ces cadres-là sont devenus très nationalistes à une certaine époque. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu as fait le parcours de ce qu'ont été les gouvernements tout au long de l'histoire de l'humanité. On a vu un petit peu comment ça s'est inscrit, tout cela. Et on est aujourd'hui encore, après quelques millénaires d'existence, enfermé dans des frontières, hein, qui font que effectivement, on regarde l'autre avec toujours méfiance, autant de prudence, et la confiance n'est pratiquement pas n'est pas nécessairement présente, quoi, hein, et c'est très difficile de pouvoir, je dirais, cohabiter et collaborer avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et c'est la notion donc d'amour qui va permettre peut-être aussi de dire, après tout, ces frontières, on n'en a rien à faire. Par contre, l'organisation aura peut-être quand même nécessité d'avoir donc des gestions comment dire, je dirais, pratiques pour le confort, le bien-être donc des peuples qui sont là, mais pas avec des frontières qui enferment et qui fait si vous vous sentez bien, tout à l'heure, Ananta, tu parlais des Bretons, des Corses et autres, si tu te sens bien avec la mentalité corse, puis que tu es dans les Vosges, ben va vers la Corse et tu seras heureux, hein, sans aucun problème. Si tu te sens, comment dire, ukrainien pacifiste et que c'est là-bas que tu as envie d'aller, ben il faut aller là-bas pratiquer la paix, fabriquer la paix, hein. Il n'y a pas besoin de passeport et de frontières. Dans le paradisme, c'est bien cela qui est aussi évoqué, je crois, hein. Cette notion de liberté de vivre, mais dans un modèle qui est bien organisé par l'intelligence et l'amour. Fanny, de ton côté, comment tu vois un petit peu cette organisation, toi,
Déjà, j'aimerais bien répondre à la question qui a été posée dans le chat. Qu'est-ce qui peut favoriser la disparition progressive ou pas des frontières? Quel état d'esprit faut-il avoir? Je pense que c'est une question hyper importante parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment la base. Et moi, j'aime bien considérer notre humanité comme un grand corps qui est composé de cellules que sont les êtres humains que nous sommes. Et quand on regarde comment fonctionnent les cellules dans notre corps, elles sont tous dans un fonctionnement très collaboratif. Tout fonctionne très harmonieusement. Les poumons, les cellules du poumon qui amènent de l'oxygène au cœur, le cœur qui va distribuer ensuite à travers les vaisseaux sanguins le sang dans les cellules. Bref, tout fonctionne harmonieusement. La digestion se fait toute seule et il y a un espèce d'équilibre intérieur qu'on appelle l'homéostasie qui est entretenu en permanence. Et en fait, imaginons un petit peu si quelques cellules de notre organisme décidaient que c'était elles et rien qu'elles qui prenaient le pouvoir sur toutes les autres et qui accaparaient tous les nutriments, toutes les richesses qui arrivent dans l'organisme, ben, on tomberait très vite malade. Alors que ce fonctionnement naturel de notre organisme, si on l'appliquait au niveau de notre humanité, ça serait merveilleux. On guérirait très vite notre humanité et on comprendrait qu'en fait nous sommes tous interreliés les uns les autres et la notion de frontière disparaîtrait très vite, quoi. Il y aurait plus lieu d'avoir des frontières qui sont complètement artificielles d'aujourd'hui, qui ne correspondent à rien du tout par rapport à la nature même des êtres humains. Et plus on pourra fonctionner et voyager et se rencontrer librement, cette notion de liberté est extrêmement importante dans le respect de chacun, en respectant les différences, en comprenant aussi que plus que le respect des différences, mais l'amour des différences est notre véritable force parce que c'est une complémentarité qui est là à travers justement nos différences et qui fait que bon, on pourrait très vite devenir une humanité avec un grand H, avec cette prise de conscience qui se développe ou qui Oui, se développerait. oui, ce que tu évoques là aussi amène à quelque chose de fantastique, c'est que il est dit dans les messages qu'aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons qui l'animent. Elle s'autodétruit avant. On est, nous, aujourd'hui, à 6% donc, de possibilité de réussite, c'est-à-dire 94% d'échecs. C'est pas rien. Mais il y a 6% là qui sont extraordinairement salvateurs. Il faut qu'on les saisisse. Mais on ne peut les saisir effectivement parce que qu'avec ce que tu dis, c'est-à-dire que la notion donc d'unité humaine, qu'il y ait une union humaine. On ne peut pas partir en se déchirant les uns les autres. Le premier qui va partir dans l'espace avec un véhicule ultra puissant pour partir en dehors de son système solaire, il va peut-être vouloir aussi dominer ses semblables, comme c'est un peu le cas actuellement, puisque c'est la course toujours à l'armement. Et celui qui a un peu d'armement aussi et de réponse, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répliquer et on va à l'autodestruction. C'est le chemin que nous sommes en train de prendre actuellement. Il faut en être conscient. 94% de chances d'aller dans ce chemin-là. On a 6% pour réussir. Ça vaut le coup de penser à union de l'humanité. Et là, on n'a pas encore évoqué cela, mais euh, comment, comment dire, gérer, amener un ensemble de populations à faire l'unité. Comment voyez-vous cela? Allez-y. J'en reviens à cette notion de spiritualité. En prenant conscience que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, nous sommes un, c'est de retrouver nos liens fraternels. Et en développant cette conscience pour aller vers ce que j'appelle la supraconscience, et en comprendre que on est, les autres existent, j'existe parce que les autres existent. Et quand on intègre cette notion, euh, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, et on comprend qu'on est tous
frères et sœurs, c'est rien que des liens fraternels qui nous unissent tous, quoi. Nous sommes cette unité. Cette notion d'unité est extrêmement importante pour pouvoir voir cette notion de frontière disparaître au plus vite, j'espère, et pouvoir voyager librement. Et oui, ce que nous disent les Elohim, c'est que toute civilisation qui circule dans l'univers a franchi cette étape, a réussi cette étape. Mm. Donc, à fraterniser entre peuples. Parce que l'épreuve que nous vivons, nous, actuellement, bon, bah, c'est un peu tout ce que les jeunes civilisations dans l'espace vivent, ont vécu, hein, et celles qui ont échappé à leurs démons ont réussi à échapper aussi donc ben, à l'espace. Ils peuvent partir dans l'espace à tout azimut et se rencontrer les uns les autres avec toutes les civilisations différentes qu'il y a dans l'univers. Tu parles de différence, là. Il faut qu'on s'imagine dès maintenant que ici, nous avons 7 souches originelles qui sont là sur la Terre. Ils nous ont créés sur cette souche pour nous apprendre peut-être aussi, c'est le reflet de leur existence à eux, mais aussi nous apprendre aussi à accepter les différences. Parce que le jour où on sera capable de partir dans l'espace, nous allons rencontrer des quantités de civilisations qui sont humaines. Elles sont des humanités, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Fanny, des humanités, c'est-à-dire capables de penser, créer, s'épanouir, comprendre, aider, aimer. C'est ça une humanité. Hein. Et ces humanités-là sont là, mais elles n'ont pas nécessairement les mêmes morphologies que nous. Alors, elles s'amusent toujours à nous dire, mais un jour, vous allez rencontrer des gens qui ont 3 bras, enfin, qui ont 6 bras, et puis 4 jambes. Ça existe. Hein, ça existe. Mais il y a là, dans le crâne, il y a l'amour et il y a l'intelligence qui sont ensemble en train d'œuvrer. Hein, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne bien. Nous avons donc à nous entraîner déjà ici sur Terre, à bien comprendre que, comme tu le disais, on est un. Mm. On est un. Et maintenant, ensuite, il va falloir s'organiser. On évoquera ça donc lors de la deuxième séance. La prochaine fois, on va parler de tout ce qui est l'organisation, je dirais, pratique de ce qu'est le paradisme. Là, aujourd'hui, on évoque un peu l'esprit du paradisme, mais ensuite, il y aura une organisation à mettre derrière tout ça, une organisation saine, intelligente, constructive, et qui est, comment dire, le berceau d'accueil de la population. Hein. L'être humain doit être au centre des préoccupations de ce berceau, hein, qui doit faire en sorte qu'il doit œuvrer pour faire en sorte que chacun, quelqu'un a évoqué la pyramide de Maslow tout à l'heure, mais oui, chacun doit être en mesure de pouvoir manger, avoir un toit pour s'abriter, être en mesure de pouvoir rencontrer les autres librement, se réaliser soi-même, hein, devenir véritablement ce que l'on est totalement, et puis être reconnu par soi-même et l'ensemble. Hein. C'est les bases de Maslow, il était très en avance sur son temps. Et puis en plus, maintenant, on peut même pousser un pion plus loin. C'est quand on est arrivé à tout cela, c'est la maîtrise, c'est à son tour capable de transmettre tout cela pour faire qu'il y ait un héritage. Voilà. C'est la qualité que chaque être humain doit pouvoir développer. Tu parlais de développement tout à l'heure, mais on doit être en plein dans cela. Hein. C'est un état d'esprit. C'est plus maintenant je suis le meilleur. C'est toi tout à l'heure, euh, Véroline, qui parlait donc 40 voitures et ainsi de suite. Ça sert strictement à rien, hein, à partir du moment où on a déjà l'environnement, le tout pour pouvoir rassembler ces 5 éléments de Maslow et voir le sixième. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. C'est déjà ça. C'est un état d'esprit. C'est un Il y a état une- d'esprit. Et puis, j'ai envie de rappeler, si tu le permets, Jean-Pierre, ce que disait tout à l'heure Ananta, je crois que c'est toi, tu en as parlé. euh, nos créateurs sont passés par les mêmes difficultés que nous, en termes de surpopulation, de pollution, d'agressivité, enfin bref, tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on a connu. Ils sont passés par les mêmes stades. Et s'ils sont arrivés à ce système paradisiaque, entre guillemets, sur leur planète, c'est d'abord avant tout parce qu'ils ont élevé leur niveau de sagesse. Ils avaient le niveau scientifique, mais leur niveau de sagesse est arrivé
j'ai envie de dire, au niveau scientifique, et c'est ça qui leur a permis de créer ce monde paradisiaque. Donc on voit bien que c'est d'abord et avant tout une élévation de la conscience globale qui est là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de, que la vraie richesse, elle n'est pas dans l'avoir, mais qui est véritablement dans l'être, dans l'épanouissement, dans l'amour et dans le fait de participer aussi à d'aider les autres. Euh, et c'est en élevant ce niveau de conscience qu'on va pouvoir y arriver. Et ça peut venir très vite. Et On oui, n'a pas vu le mur de Berlin, pardon, tomber. Peut-être, voilà, ça peut venir très vite, on ne sait pas. On sait que le niveau de conscience augmente aujourd'hui à travers justement tout ce qui se passe d'affreux. Ça permet aussi, malheureusement, enfin, et heureusement en même temps, cette élévation de la conscience. Et bon, on va peut-être arriver à un moment donné où, paf, il y aura suffisamment d'êtres conscients, l'histoire des 100 singes, vous savez, suffisamment oui. de personnes conscientes sur la planète pour qu'il y ait un basculement et qui va permettre cette mise en place, cette organisation sociétale, afin que l'être humain soit véritablement au centre des préoccupations. Tu veux rappeler, là, tu as touché quelque chose qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des 100 singes. Tu peux la rappeler Oui, pour qu'on comprenne bien? ben, oui, la théorie des 100 singes, c'est des scientifiques qui ont appris à un singe euh, à laver une pomme de terre avant de la manger. Et puis, des singes autour de lui, le voyant faire, en ont fait autant. Et puis, ça s'est développé, y compris dans les îles avoisinantes, à partir du moment où il y a eu 100 singes qui se sont mis à nettoyer leurs pommes de terre avant de la manger. Et donc, c'est super parce que si, par exemple, le fait de méditer pour la paix, si on est de plus en plus nombreux à le faire, et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui peut, suivant cette théorie, provoquer à un moment donné un basculement et qui va faire que tout le monde va comprendre que bah, vive la paix, vive l'amour pour créer ce monde paradisiaque. C'est la question qui était posée tout à l'heure. Donc, comment faire pour faire en sorte que une population, enfin une mondialité d'individus, d'un seul coup bascule vers ce courant de paix. Hein, la théorie des 100 singes est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que tu évoques avec la notion donc de une minute pour la paix que Raël nous a demandé de faire à travers le monde, hein, c'est pas rien. C'est-à-dire que plus on va être nombreux à penser à la paix mondiale, à une société du bonheur et de l'intelligence, plus on va parler de télépathie. Hein, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. On va transmettre, envoyer des ondes qui vont courir sur toute la planète et qui vont toucher au fur et à mesure des esprits sensibles à cela et qui, à leur tour, vont se mettre en œuvre aussi à penser à des choses comme celle-là. Et puis, la force de cette puissance cérébrale d'amour va toucher même ceux qui sont moins sensibles. Ils vont devenir à leur tour aussi sensibles à ça, et les pas sensibles du tout vont se retrouver à une minorité et vont être obligés d'accepter ce que la masse va vouloir mettre en œuvre. C'est ça qui est extraordinaire. Et la minute que l'on pratique pour la paix, je l'invite aux internautes qui vont nous entendre à pratiquer tous les jours une minute pour la paix, à y penser fortement, à dire, bon, je veux la paix sur cette planète, et puis vous, mes humains, mes frères humains, ressentez ce besoin de paix, cet extraordinaire moment où que je ressens en ce moment la paix sur toute la planète. Et puis vous, les chefs d'État et autres qui ne savaient pas trop comment faire, hein, pour être heureux, puisque vous n'êtes pas heureux dans ce que vous êtes, eh bien, commencez à penser à la paix, à l'amour, et puis à l'amour de cette humanité. Et petit à petit, télépathiquement, cela va percuter, toucher des quantités de conscience qui sont là tout autour de nous, et puis qui, sans le savoir, vont commencer à dire, mais j'ai envie de ça. Et puis je veux œuvrer pour ça. Et puis je vais exiger que ce soit ça. Hein, ça va être toutes les strates. Tu parlais du mur de Berlin. Moi, j'ai vécu cela, puisque j'ai un petit peu d'âge quand même, et puis j'ai participé, je dirais, politiquement à l'époque à ce qui s'est passé. Il y avait un courant qui rentrait petit à petit
avec des échappés donc d'Allemands de l'Est qui réussissaient à passer à travers les barbelés, autour des murs et tout ça. Ils étaient quelques individus, ces personnages-là, quelques individus courageux au risque de leur vie. Ils passaient. Et puis, l'opinion a entendu ces faits héroïques. Et puis, ils ont commencé à dire, oui, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et ça a commencé à grandir. Et ensuite, il passait plus des gens à travers au-dessus des murs. Il y avait des gens qui commençaient à dire, on n'en veut plus de ce mur. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un, un ministre, qui a dit, il va falloir quand même qu'on laisse passer des gens. Et moi, je me souviendrai toujours de cette journée où un couple d'Allemands de l'Est est arrivé à la frontière et a dit, le ministre, il a dit qu'il fallait qu'on passe les frontières, qu'on pouvait passer les frontières. Il l'a dit. Et le douanier et policier qui était là a dit à son collègue, c'est vrai, oui, on a entendu un truc comme ça. Bon, allez, passez. Et ils ont laissé passer ce couple. Et ça a été une traînée de poudre. En l'espace de quelques jours, il y a des quantités de gens qui sont venus aux portes des frontières pour dire, on veut passer. Et les gens ont passé. Et le mur est tombé. Hein, pendant des années et des années, il y avait un blocage terrible. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, avec ce qu'on voit ici, il faudra quand même qu'on y passe. Et puis, il y en a un qui a dit, ben j'y vais. Et puis, ça s'est fait. Une révolution n'a pas besoin de meurtre, de tuerie et autres. Il suffit qu'il y ait cette notion qui passe d'amour, 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 et il se passe des choses. Siribier, tu avais une question là que tu as posée. Tu peux prendre ton micro puis nous dire ça, et puis ce sera la dernière question qu'on va traiter parce que l'heure tourne, tourne, tourne. On est là pour 50 minutes, mais il est déjà presque 1 heure. Siribier, tu es là? Oui, je suis là. Jean-Pierre, Vas-y, pose ta question. vous m'entendez? Oui, oui, j'en t'entends. En fait, d'accord, ok, super. Merci. Et merci pour les merveilleux échanges. On apprend beaucoup. En fait, dans la situation actuelle où nous sommes, je suis de Cap, je suis de Burkina. Et donc, l'ambition d'aller vers la libération est affirmée. Mais nous, en tant qu'Israéliens, on a un message. C'est effectivement aller vers des États autonomes qui vont fédérer pour donner un grand ensemble, à savoir les Royaumes-Unis de Cap, et éventuellement se mettre ensemble avec d'autres regroupements pour aller vers un gouvernement mondial. Mais lorsqu'on on prône l'autonomie et ensuite on parle de se remettre ensemble, c'est comme si c'était contradictoire. Le commun, c'est pas facile à percevoir et véritablement dans la diffusion, dans les messages, c'est vraiment un challenge d'expliquer que au Burkina, les groupes ethniques doivent pouvoir avoir leur autonomie, qui vont fédérer pour donner un État, et ensuite pour aller à un ensemble plus grand. Donc, avec le paradigme dont on parle, je me rends compte que nous devons, chacun à son niveau, et surtout à l'exemple que vous venez de prendre, que même individuellement, on peut faire changer les choses en attendant. Sinon, c'est pas évident, parce que actuellement, ici, c'est la vision d'autonomie, il faut s'affranchir de la colonisation. Mais j'aime t'entendre dire quand tu dis un seul individu peut aussi faire quelque chose. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que je pense que le prophète nous dit de faire, c'est de parler encore, de parler toujours d'amour, d'humanisme, d'humanité, d'intelligence et puis de bonheur. Hein, c'est quelque chose qu'il nous faut faire. Et puis, ne pas hésiter à aller au plus haut même pour parler de ça. Hein, c'est-à-dire, peut-être pas comment dire, être des combattants guerriers et autres pour aller mettre en l'air un gouvernement qui n'est pas bon. C'est aussi aller secouer par amour, par exigence, mais exigence pleine d'amour pour faire bouger les choses.
hein, mais c'est un engagement. Et c'est ce que j'expliquais pour le mur de Berlin, c'est l'ensemble des gens qui ont vu au fur et à mesure là, des comportements de changement de société qui ont suivi ces comportements et qui ont fait que le mur est tombé. Hein. Ça va pas se faire en claquant des doigts, hein, ça c'est sûr. Mais il faut que effectivement un individu commence, un deuxième commence. Regardez l'œuvre du prophète. Il est tout seul en 1973. Il est tout seul. Arrivent quelques un petit peu fêlés là qui viennent le voir et puis lui dire oui ben on va t'aider et il y avait de tout dans cette équipe-là. Il y avait des gens qui étaient très sérieux, très très compréhensifs, des gens qui s'amusaient à faire tourner les tables, d'autres qui parlaient avec les morts, d'autres qui mais tous ces gens-là avec leur particularité avaient été touchés par l'amour qu'il y avait dans les messages. Et c'est ça qui a fait qu'ils se sont rassemblés pour faire. Puis ceux qui étaient vraiment persuadés on pouvait parler avec les morts et autres, n'ont pas trouvé nourriture là, ben, ils sont partis. Mais ils ont amené pendant un certain temps leur force, leur puissance pour faire passer. Et Raël ne s'est plus retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé avec des gens autour de lui qui se sont structurés, qui sont devenus là où il était en France, dans un pays, quoi, une amicale, on va dire, d'un pays, dans un pays qui a grandi et puis qui s'est étoffé en partant en Angleterre, en Belgique, en Suisse, et hop, l'autre côté de l'Atlantique, et ainsi de suite. En quelques années, il a mis des milliers de personnes en phase avec les messages. Bon, on n'a pas encore réussi à faire une révolution, mais on a conscientisé énormément de gens. Moi qui étais dans la politique, je peux vous certifier que j'ai entendu des quantités de mots, d'idées qui étaient absolument hors jeu dans l'esprit des scientifiques, des politiques de l'époque. Et puis en entendant les mots-là, on commençait à apparaître dans leur discours. Je me souviens un jour, un président de République qui a parlé de médiocratie. Ça n'existe pas, la médiocratie, dans les dictionnaires. Et le seul qui a parlé de médiocratie, c'était Raël. Et d'un seul coup, un président de la République parle de médiocratie. Pour vous dire, il y a une influence qui est là. Et puis remettre oui, eh bien, il n'y a pas longtemps, Marilyn me rappelle que mettre l'homme au centre des préoccupations au centre des, ouais, hein, donc le mettre au centre, c'est un autre président qui vient d'utiliser ça il y a quelques années, hein, qui est encore en place actuellement. C'est amusant, quoi. On influence. Et c'est là où il faut qu'on soit vraiment attentif et puis plein d'espérance et de ténacité. On se doit de faire passer ce message qui est les Elohim, Marilyn l'a évoqué tout à l'heure, on ne va pas vous donner la science parce que vous ne sauriez pas quoi en faire de bon, mais par contre, le système politique que l'on a mis en place depuis 20 000 ans, chez nous, qui fonctionne, ben voilà, essayez-le, puis si vous trouvez mieux, ben faites mieux, mais essayez déjà au moins ça. Et on a un système qui a fait ses preuves chez les Elohim. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je ne pense pas que ce soit contradictoire de dire il faut l'autonomie d'un pays et ensuite un gouvernement, enfin une guidance mondiale, parce que il faut que chaque pays soit libre et c'est pas le cas actuellement au Kama. Donc se libérer de toutes les chaînes qu'on a pu mettre pour retrouver sa vraie identité et ensuite offrir ses qualités à l'ensemble de la planète. C'est comme ça que je vois les choses. C'est un petit peu ce que disait Fanny au niveau du corps. Donc, c'est retrouver sa vraie identité, ses richesses pour pouvoir les offrir. Mais si on est Sa vraie, enfermé, on ne peut pas. sa vraie nature, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Et puis on verra donc le mois prochain l'organisation donc de ce modèle avec ce qui se passe au niveau mondial, continental, provincial, local, hein, et tous les outils que l'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir faire avancer cette idée. On a passé un temps, comment dire, à une vitesse fulgurante. Là, on n'a pas dit tout ce qu'on avait envie de dire. On le dira le mois prochain. Hein, l'heure est largement passée. Je vous rappelle que l'émission, c'est 50 minutes en temps normal. Hein, j'espère que vous avez eu de la nourriture un petit peu pour à digérer puis à réfléchir. Hein, et puis, si vous vous sentez euh, concerné par ce qu'on vient d'évoquer, ben, faites-en part autour de vous. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Et puis, ça,
on va faire bouger les choses. Les amis, moi je vais rendre mon tablier pour maintenant. Si vous avez encore quelques mots à dire, je parle aux intervenants pour conclure. L'avenir sera beau. Et le présent, on est en train de le construire beau pour que l'avenir soit beau. Voilà, juste à dire, avec le paradisme, ça va être le paradis. Ok. Merci Ananta. Soyons confiants, optimisme et réalistes. Et réaliste aussi, oui. Tu as raison, oui. Merci Fanny. Caroline, ton côté, comment tu vois Oui, une conclusion? vivons, vivons nos valeurs haïtiennes tous les jours, partout où nous allons, afin que nous puissions contaminer tout ce qui sont autour de nous, pour qu'il y ait de l'unité, que nous soyons tous un, afin que les choses aillent mieux sur Terre. Oh, merci. Ouais. Si on veut accueillir nos pères, il y a intérêt. C'est une des trois conditions, hein. Je vous les rappelle. 1, les reconnaître. 2, mettre la paix sur la terre et mettre l'humain au centre. Puis 3, l'ambassade. Créer une ambassade qui sera un lieu extraordinaire puisque ça sera le lieu d'accueil des pères, mais ça sera aussi pour nous, en ouvrant cette porte, l'ouverture vers l'infini et toutes les civilisations de l'univers. Parce que ça sera à ce moment-là où on pourra avoir accès à tout cet univers, toutes ces civilisations qui existent. Voilà les amis. Bonne réflexion, bon mois qui va passer. Et puis j'aurai plaisir, on aura plaisir, toute l'équipe, à vous retrouver donc le mois prochain, le dernier samedi du mois, où on parlera de la deuxième partie donc du paradisme au niveau donc du 4e pilier, qui est la guidance géniocrate et humanitariste. À bientôt. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais